Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Avec vous le zapping dans quelques instants avec les grands sujets de l'actualité. Et bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème? On va parler d'un acronyme que tout le monde connaît, TDAH, avec un invité pour en parler, Michel Simès. Bonjour, médecin, chroniqueur. Vous avez publié Heureux comme des TDAH. TDAH, peut-être vous allez nous donner l'explication. Vous donnez envie d'être TDAH. Ouais. Voilà, oui, heureux. Et petit souvenir quand on faisait l'émission en médias, directeur de chaîne maintenant. Absolument, la chaîne santé. Mieux, absolument. Et puis le magazine aussi, Good, Dr Good, oui, toujours magazine. Vous arrivez à dormir ou c'est votre TDAH c'est mon TDAH, oui. Qui fait que vous êtes hyperactif. C'est mon TDAH qui fait que je fais tout ça, mais je m'entoure très bien surtout. C'est quoi TDAH? Alors peut-être avant que Félix nous fasse un petit topo, ce mot, cet acronyme de TDAH. Alors c'est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est quelque chose qui est assez récent, on va en parler, mais si vous voulez, moi quand j'étais gamin, on m'a jamais parlé de TDAH, d'ailleurs on n'en parlait nulle part. Non. Et puis les psys maintenant savent que c'est une entité à part entière. En fait c'est une neuroatypie, c'est pas une maladie, c'est pas un handicap, c'est une neuroatypie, c'est-à-dire un cerveau qui s'est fait un peu différemment des autres, comme peuvent l'être les hauts potentiels, par exemple. Alors, mais c'est pas une. Bon, alors, je vais pas commencer l'interview. Peut-être un petit point avec vous, parce que la question c'est est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est Mais c'est une mode et on va en parler. Les psys disent, moi j'en ai ras le bol d'avoir dans mon cabinet des gens qui arrivent en disant, vous savez, je suis HPI, TDAH, j'ai un spectre de l'autisme. Bien sûr, mais c'est une mode. Mais on va en parler. Mais on va en parler. Alors, petit topo avec vous. C'est quoi le problème? On estime qu'environ 2 millions de personnes seraient concernées en France, atteintes par ces TDAH, ces troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. 5% chez les enfants, environ 2,5% chez les adultes. Donc inattention, difficulté à se concentrer, hyperactivité, un côté un petit peu impulsif, ça peut faire partie des signes. D'après le Parisien aujourd'hui en France, les ventes d'un des principaux traitements, la ritamine, ont été multipliées par 8 en une dizaine d'années. Une notion effectivement plus connue qu'avant, ce qui fait que ces TDAH sont sans doute plus diagnostiqués qu'avant. En tout cas, la Haute Autorité de Santé avait désavoué il y a quelque temps la psychologue Caroline Goldman quand elle avait parlé de surdiagnostic de ces TDAH. Entre les lignes, justement, vous y faisiez un peu allusion, Valérie. Cette autorité semble nous dire qu'il n'y a pas d'effet de mode, que ce serait un peu désobligeant de parler d'effet de mode. Elle nous dit entre les lignes que quand on nomme un trouble, une notion, forcément on se met à en parler, à la quantifier, donc à la diagnostiquer, mais ça ne veut pas dire que personne n'était concerné auparavant, avant qu'on donne un nom quelque part à ce trouble. Alors, mode ou pas mode? Oui, mais non, mais c'est une mode parce qu'on en parle beaucoup. Alors, quand on parle de mode, effectivement, on peut pas parler de mode quand il s'agit d'un problème médical, de santé. On met des guillemets, voilà. Mais il est évident qu'on en parle de plus en plus, parce que d'abord c'est une notion qui est arrivée assez récemment, qu'il y a des polémiques, et c'est les polémiques qui font qu'on en parle beaucoup. Et je connais Caroline Goldman, qui a son avis. Et vous savez, en psy, il y a beaucoup de chapelles, il y a beaucoup de gens qui pensent une façon ou une autre, et tout le monde, on peut entendre tout le monde, et on peut entendre Caroline Goldman aussi. Après, le problème du TDAH aujourd'hui, c'est que vous avez décrit les symptômes là, il y en a plein, mais on va prendre, je sais pas, la procrastination, le fait de reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Il y a 66 millions de Français qui procrastinent. Donc, si vous n'avez que cette procrastination, c'est pas la peine de vous demander si vous êtes TDAH. En revanche, et c'est ce qu'on explique dans le bouquin, c'est il y a d'autres symptômes associés qui, si vous commencez à cocher presque toutes les cases et que vous vous posez des questions, peut-être que vous êtes TDAH. Mais aujourd'hui, au moindre symptôme qui rentre dans la ligne de TDAH, on se dit, vous savez, c'est comme on parle de mode, mais quand vous êtes parent d'un gamin qui a 12 en maths, alors que c'est un gamin que vous sentez intelligent, capable d'avoir des meilleures notes, vous vous dites, oh là là, il doit s'ennuyer en classe, il est forcément HPI. Non, c'est un gamin qui peut être flemmard, qui bosse pas assez, et c'est tout. Mais aujourd'hui, on a tendance, au moindre symptôme, à essayer de le mettre dans une classification psychiatrique, que ce soit la neuroatypie ou une pathologie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas plus dans un monde médicalisé où tout le monde veut avoir quelque chose et une étiquette. Est-ce qu'on n'est pas devenu ce monde un peu où on met justement
le monde médical, on a tous quelque chose. Bien sûr, mais probablement, mais c'est les progrès de la médecine qui font ça aussi. Tant qu'on n'avait pas classifié ou mis un nom sur la procrastination, l'impulsivité, l'inattention, et qu'on n'avait pas regroupé ça sous le nom de TDAH, on n'en parlait pas et on ne classifiait pas. Mais c'est une maladie de procrastiner. Je ne suis pas malade, Valérie. Je suis pas malade. C'est pas une maladie, c'est une atypie. Et c'est bien important ce mot. Mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça, c'est-à-dire des difficultés, en plus avec les réseaux, difficultés de concentration. Si, mais vous avez. Voilà, donc. Mais bien, ce que. Il ne faut pas confondre ce que le monde actuel, la société actuelle, la technologie actuelle, les écrans peuvent entraîner comme bouleversement de votre cerveau et le fait que votre cerveau est prédisposé, et c'est le cas des TDAH et c'est le cas des HP, à avoir des difficultés que vous pouvez transformer en force. Si j'étais malade, je n'aurais pas fait de ce TDAH une force qui m'aurait permis... j'ai l'impression que j'ai plutôt réussi ma vie professionnelle, ma vie familiale va très bien, donc j'ai probablement, et sans le savoir, inconsciemment, réussi à faire de ce TDAH que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'Olivier Revel me diagnostique comme une force et sans forcément le savoir. Le livre, vous l'avez coécrit avec Olivier Revel, et c'est en le recevant dans le journal de la santé, c'est ce que vous racontez dans la préface, que vous vous êtes intéressé au sujet et que vous avez réalisé. Je précise qu'on est en direct, 0826 300 300, si vous avez des questions, des témoignages. Donc petit à petit, vous vous êtes dit, parce qu'il y a quand même des process et des questions qui reviennent, comment on sait si on est TDAH et si on a besoin d'être soigné? D'abord, il faut savoir si vous avez envie de savoir. Ouais. Voilà. Ce qu'on vous raconte là aujourd'hui dans votre émission, ou après avoir lu Heureux comme des TDAH, les éditions Albin Michel. Vous vous dites, d'ailleurs si vous l'achetez, c'est que vous vous posez des questions. Ou pour vous, pour d'autres. Petite parenthèse, vous étiez hier dans l'émission C'est à vous et vous me dites que vous avez explosé. Ils ont explosé. Ils ont fait. Après être passé dans l'émission parce que tout le monde se sent concerné. Effectivement, on était sur C'est à vous hier soir et c'est avec Olivier et ils ont fait un excellent score. Mais on le voit. Nous, puis d'abord Olivier Revel, il faut préciser quand même, il est pédopsie, il est spécialisé dans ce genre de choses, et lui-même est TDAH, et lui-même prend de la Ritaline, donc vous voyez, on a voulu témoigner tous les deux en disant, voilà, on l'est TDAH, lui le savait depuis longtemps, il prend un médicament, moi je le sais depuis pas longtemps et je prends pas de médicament, et on est heureux tous les deux. Comment on sait si on est vraiment TDAH ou si on est juste un peu... Médecin traitant, voilà, la base c'est le médecin traitant. Aujourd'hui, les médecins généralistes peuvent avoir une formation pour dépister les personnes qui ont des neuroatypies. Si votre médecin généraliste n'a pas suivi la formation ou qu'il n'a pas eu le temps, il peut vous envoyer voir un psychiatre spécialisé. Mais de toute façon, le diagnostic passe par un médecin et par un neuropsychologue qui vous fera les tests. Moi, j'ai fait mes tests par curiosité, non pas parce que ça me prenait la tête et que j'avais une vie qui me posait problème. D'abord, ça m'a permis de répondre à des questions que je me posais pas, ce qui est quand même extraordinaire. Mais je suis allé voir une neuropsychologue. Elle m'a fait passer les tests et elle m'a diagnostiqué comme ça. C'est quoi ces tests? C'est des tests qui durent 2 heures. Moi, j'ai passé 3 heures, 3 heures même à passer des tests, qui vont tester un peu toutes les choses qui vont vous permettre. On vous met des cubes, on vous met des dessins, etc. Tout un tas de choses pour voir si vous avez des troubles de l'attention, pour voir si vous êtes impulsif, pour voir tout un tas de choses, mais ça doit être fait par des professionnels. Et je vous le dis parce que on ne peut pas aller sur Instagram, on peut pas aller sur Internet pour savoir si on est TDAH. Nous, sur le bouquin... Parce qu'il y a des applis pour ça, j'allais vous en parler. Nous, dans le bouquin, et vous l'avez en couverture, on a mis un questionnaire. Un questionnaire, on a 18 questions. Mais on ne donne pas de diagnostic. Ces questions, si vous y répondez, que vous cochez la case une fois sur 18, si vous avez l'impression que vous avez coché quand même beaucoup, c'est peut-être le signe que peut-être, éventuellement, vous seriez TDAH. Et si vous avez envie... Je répète à chaque fois, on n'est pas une secte, on fait pas de prosélytisme. On dit aux gens, si vous posez la question pour vous ou pour vos enfants, et les enfants c'est très important parce que les gens sont angoissés. À partir de quel âge, c'est une question qui revient? À partir de quel âge on peut faire alors les tests, je sais plus, ça il faudrait demander à Olivier. C'est autour de 5-6 ans, je crois. 5-6 ans, mais il y a des tests adaptés. Mais il faut... moi, je m'adresse aux parents
qui sont effondrés parce que on leur dit votre enfant est TDAH. Oui, c'est compliqué. Ça peut être compliqué à l'école parce que le gamin il a du mal à se concentrer. Il va falloir une adaptation. Il va falloir que les enseignants il faut des adaptations à l'école, un peu plus de temps pour le gamin, peut-être de le placer devant au lieu de le placer derrière, que l'enseignant doit le regarder un peu dans les yeux. Il y a des choses à faire, mais ça n'est pas une calamité, c'est pas une catastrophe, et ça veut pas dire que votre enfant ne réussira pas à faire des études. Olivier Revol et moi, nous sommes les exemples mêmes. Et moi, je suis atteint beaucoup moins qu'Olivier. Lui, je peux vous dire, je connais bien. Lui, il est dans le high level c'est dans le top 10 des TDAH. Et on est médecins tous les deux. Vous parliez de médicaments, donc ça se traite, ça se soigne pour les cas les plus importants. On va pas dire graves, parce que encore une fois, votre livre s'appelle Heureux comme un TDAH. Donc ça veut dire, et c'est ce que vous dites dans le livre, il faut au contraire en faire une force. Donc le médicament principal, c'est la Ritaline. Il y avait une question qui disait, est-ce que si on prend de la Ritaline sans être TDAH, c'est dangereux? C'est quoi ce médicament? C'est que ça n'a aucun intérêt, surtout. Alors, il faut être très clair. La Ritaline, elle fait peur à tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a quelques décennies, quand on a commencé à la sortir aux États-Unis, on donnait de la Ritaline dès qu'un gamin bougeait un peu sa jambe sous la table pendant plus de 15 secondes. Donc, ça a été une catastrophe en termes d'image. Alors, effectivement, il y a des gosses hyperactifs qui sautent sur les tables et qui ont besoin de Ritaline. Mais en France, c'est très clair, la Haute Autorité de Santé a dit que la Ritaline n'était pas un médicament de première intention. Ça veut dire que si on vous diagnostique TDAH, il faut d'abord des entretiens, d'abord une psychothérapie, d'abord voir comment les aménagements peuvent vous permettre de calmer un peu ce brouhaha qu'il y a dans votre tête. Et si ça ne fonctionne pas, s'il y a des conséquences ou dans la vie privée ou professionnelle, on peut essayer de vous mettre sous Ritaline. Mais ça n'est pas un médicament de première intention. Et ça n'est pas le médicament poison qu'on décrit. Il y a des effets secondaires comme dans tout traitement. Les gamins qui prennent de la Ritaline ont moins d'appétit que les autres, mais en même temps, ils arrivent à suivre leur cursus scolaire. Ça, c'est parfait. On se retrouve dans un instant. Vous nous parlerez du test du chamallow. 0826 300 300. Vous pouvez évidemment nous appeler. On a un petit souci avec le Facebook Live. Vous êtes nombreux à nous dire on voit pas, c'est enregistré. Non, c'est pas enregistré. On est en direct. Et vous pouvez laisser vos messages sur Facebook, sur X, sur YouTube. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, c'est quoi le problème ce matin? Eh bien, écoutez, c'est ces questions autour des TDAH. 2 millions de personnes seraient touchées en France. On en parle ce matin avec Michel Simès, médecin, chroniqueur, acteur, il faut le dire. Vous êtes au théâtre en ce moment, Secret médical, au théâtre Saint-Georges. Il y a des prolongations même. Ouais, c'est fou, parce qu'on devait s'arrêter début janvier, on est prolongé jusqu'à début mai. Et après, on fait une tournée dans toute la France à partir de fin septembre. Ça cartonne. Et vous publiez avec Olivier Revol Heureux comme des TDAH chez Albin Michel. On le disait, ce terme de TDAH est apparu dans nos vies depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a une surreprésentation, un surdiagnostic? Vous expliquez que il faut faire le diagnostic avec un médecin absolument. Mais c'est vrai que beaucoup s'interrogent sur cette hyperactivité, ce problème de concentration qu'on peut avoir. Parfois, je vous parlais du test du chamallow qui illustre un petit peu. Alors évidemment, n'allez pas le faire à votre enfant parce que tous les enfants sont gourmands, mais ça indique quand même un petit peu le comportement qu'on peut avoir. Un test où on avait mis des gamins face à une petite assiette avec un chamallow dedans, et on leur avait dit si t'attends un petit peu, t'en auras un deuxième. Les gamins qui étaient suspectés d'être TDAH ont pas attendu parce que ils ont tout de suite bouffé le chamallow parce que c'est l'impulsivité. On ne peut pas quand on est TDAH, il y a une impulsivité qui fait que on a envie de dire quelque chose, on le dit. On a envie de faire quelque chose, on le fait. Et voilà. Et c'est ça qui fait. Parce qu'en fait, tout se passe dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire une partie du cerveau qui est devant et qui est en général un filtre, une façon de régulariser un petit peu ce qu'on doit dire ou ce qu'on doit faire. Et chez les TDAH, ça fonctionne pas très bien ce filtre. Et donc on n'a pas de filtre. Donc voilà, quand on a envie, oui, je peux attendre effectivement de manger 2 chamallows après, mais je préfère un tiens vaut mieux que 2 tu l'auras. Hop, je le mange tout de suite. Et l'avoir vraiment tout de suite. Qu'est-ce que vous dites, Valérie? Tout à l'heure, parlait d'un de ces psychiatres, vieux psychiatres, qui trouvait que tout ça, c'était un peu de la modernité ou des foutaises. Vous les comprenez, ceux qui ont été psychiatres et qui n'ont pas eu
tout ce parcours avec les nouveaux TDAH ou HPI. Vous comprenez leur réaction? Mais c'est le problème de la médecine en général. C'est-à-dire que quand moi je suis médecin, je fais plutôt partie des vieux médecins, et il y a plein de choses que je n'ai pas apprises pendant mes études et qui sont arrivées aujourd'hui. Alors le problème du médecin, c'est que il doit s'adapter aux progrès médicaux. Il doit pas être dogmatique. Il doit pas rester sur ce qu'il a appris à la fac dans les années 60. Donc moi, alors en psychiatrie, c'est un domaine, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu particulier, parce que voilà, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'examen biologique, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de scanner pour montrer ce qui se passe dans les pathologies psychiatriques, mais chacun a sa façon de penser. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, un psychiatre qui dit que le TDAH n'existe pas, il y a un vrai problème. C'est dans le DSM, donc la Bible des psychiatres, qui est la Bible des psychiatres. Il y a toutes les pathologies, c'est décrit. La HAS, la Haute Autorité de Santé, en a parlé, l'a décrit aussi. On peut pas dire aujourd'hui que le TDAH n'existe pas. En revanche, on peut dire, on exagère, on fait peut-être un peu trop de diagnostics, notamment à cause d'Internet, d'Insta ou tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que ça n'existe pas. On sait d'où ça vient, parce que vous parliez du lobe préfrontal. Est-ce que ça peut venir des écrans? C'est une question qui nous est posée. Est-ce que ça peut venir C'est génétique. C'est génétique. C'est génétique. C'est héréditaire ou pas? Alors ça peut, oui, bien sûr, il y a un fait. Vos enfants sont TDAH? Moi, c'est comme ça que j'ai diagnostiqué le mien. C'est que mes 3 garçons, j'ai fait un sans faute. Mes 3 garçons sont TDAH et sont suivis par Olivier, ont été suivis par Olivier, et c'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai invité après au magazine de la santé. Mais non, mais on peut, si vous voulez. C'était quoi votre question déjà? C'est pour vous dire le TDAH. La question, c'était d'où ça vient. Vous hésitez vous aussi, vous devriez vous diagnostiquer. Ma fille me dit que je suis TDAH. Qui elle-même est. Secret médical. Secret médical. Non, la question c'est d'où ça vient, et est-ce que les écrans ou aujourd'hui c'est ce téléphone qu'on a en permanence et qui a, il faut bien le dire, fait qu'on est moins attentif. Il y a tout un tas de choses qui aggravent. Quand vous êtes TDAH, vous avez le cerveau qui bouillonne en permanence. Si vous êtes en permanence sur les écrans, vous excitez encore plus vos neurones. Alors qu'un TDAH, au contraire, il doit essayer de canaliser, il doit essayer de se calmer. Moi, je suis TDAH et j'appuie sur pause de temps en temps, parce que sinon j'ai mal à la tête à la fin de la journée. Donc les écrans, bien évidemment que c'est pas bon pour c'est bon pour personne, mais encore moins pour ceux qui ont un cerveau qui va trop vite. Et vous dites heureux comme un TDAH, ça veut dire qu'on peut être heureux avec un TDAH et il faut en tirer profit, c'est ce que vous dites, c'est le dernier chapitre du livre. Il faut faire de sa différence une force. Oui, mais facile à dire, pas facile à faire quand on n'arrive pas à se concentrer, qu'on est impulsif, que c'est pour ça qu'on a écrit perd le fil. Ouais, voilà. Dans le bouquin, on donne plein de clés, plein de conseils très pratiques, très concrets pour que des petits TDAH comme le mien puissent avancer dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Il y a les cas un peu plus graves, c'est le cas d'Olivier Revol, qui lui a besoin de médicaments. On a toute la panoplie. C'est pas standardisé le TDAH. Il y a des cas plus graves, des cas moins graves, mais dans tous les cas, on peut s'en servir comme d'une force à partir du moment où on le sait, c'est mieux. Moi, ça m'a permis de comprendre mon fonctionnement et d'être plus en paix avec moi-même. Ça m'a apaisé. Pendant 20 ans, vous ne l'avez pas eu et ça vous a pas empêché de vivre. Pendant 50 ans, j'ai pas le diagnostic. Mais ça vous a pas empêché de vivre. Mais j'ai eu des difficultés et aujourd'hui, je sais qu'elles sont dues au TDAH. Quand vous faites médecine et que vous êtes TDAH, je peux vous dire que vous en bavez, et maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi j'ai eu des difficultés à avancer dans mes études. On a en ligne Romina avec nous. Bonjour Romina, vous aviez une question à poser à Michel Simès ou un témoignage à nous apporter? Oui, bonjour. En fait, ce que je constate au niveau de l'école, parce que je suis déléguée des parents d'élèves, c'est surtout que les maîtresses relèvent qu'il y a des soucis pour les enfants, et ensuite on a une errance diagnostique et on a très peu d'orthophonistes. On a des bilans qui tardent à arriver, on a des propositions via l'éducation nationale de RAZ, mais le RAZ n'arrive jamais. Et donc ces enfants mettent beaucoup de temps pour apprendre, beaucoup de temps en fait pour comprendre ce qui se passe. Les parents sont désarçonnés. Et donc c'est vrai que
il faudrait peut-être mettre un lien direct avec l'éducation nationale et que ce soit pris beaucoup plus tôt, parce que pour les enfants, pour leur apprentissage, ça leur coûte énormément. Ouais. Merci Romina de votre appel, Michel merci, Simès. parce que alors c'est très important et les enseignants sont les premiers souvent à dire tiens, il y a peut-être quelque chose. Et le problème des enseignants, c'est qu'ils vont se dire mais est-ce que je suis pas en train de me mêler de quelque chose qui relève du domaine privé, et voir des parents leur disant vous savez votre enfant se comporte de telle façon, je me demande s'il n'aurait pas une atypie ou il serait pas un TDAH, vous n'êtes pas sûr du tout de la réaction des parents. Hein. Il faut avoir le courage d'aller les voir pour ça, et pourtant c'est le rôle des enseignants. Quand un enfant est un peu différent, qui semble intelligent, mais que voilà son comportement en classe est difficilement compatible avec la sérénité nécessaire dans une classe, il faut en parler aux parents avec délicatesse, mais après vous savez le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est qu'il y a pratiquement pas de médecins d'éducation, il y a pas de médecins scolaires, il y a très très peu d'infirmières scolaires, alors qu'ils devraient être en première ligne aussi pour prendre en charge les enfants. Donc toutes les réponses à vos questions, vous les trouverez dans ce livre Heureux comme un TDAH, Michel Simès, Olivier Revol, qui lui est pédopsychiatre. C'est paru chez Albin Michel, donc à la fois des conseils, à la fois le point sur ce trouble, et puis on peut signaler le magazine Zèbre et compagnie, qui a sorti son numéro le 13 janvier. On les suit depuis leur création ici. C'est courageux de lancer, vous en savez quelque chose, Michel Simès, de lancer un magazine, et ce magazine, en fait, c'est le magazine de la neurodiversité, donc il s'adresse aussi aux parents, aux enseignants, à tous ceux qui sont 10. C'est un magazine qui est très bien fait. Et ce numéro de janvier est consacré à l'ultrasensibilité. Ouais. Mais donc voilà, le livre. Merci Michel Simès d'avoir été avec nous. Beaucoup. Heureux comme des TDAH chez Albin Michel, et puis au théâtre partout en France. À partir de septembre, on pourra tourner, et jusqu'en mai au Théâtre Saint-Georges à Paris pour Secret Médical. Merci à vous. À tout de suite pour l'actualité. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et ayez un temps d'avance en gagnant votre station météo connectée SW404 de Lacrosse Technologies. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Ariane Amadi. Bonjour, vous êtes conseiller en communication politique, présidente de Kerman Consulting. Christelle Niasme, bonjour. Vous êtes maire de Villeneuve-Saint-Georges, secrétaire général adjoint des Républicains. Lucas Planavergne, bonjour, journaliste au Journal du Dimanche. Et Noémie Alioua, journaliste essayiste. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ces mineurs ultra violent avec cet abominable fait divers d'une jeune adolescente séquestrée, torturée par des jeunes adolescents. Et ce matin... une magistrate s'exprimait en expliquant que c'était la priorité aujourd'hui, ça devait être la priorité de s'occuper de ces mineurs ultra-violents et de ces mineurs qui sont aujourd'hui surreprésentés dans les affaires de narcotrafic. On va en parler avec vous. Et puis le gouvernement, Bernard Arnault, qui accuse le gouvernement d'être contre les entreprises. On en parle avec vous. C'est vrai que les patrons sont aujourd'hui assez remontés et souffrent du manque de vision. Avec Gilles, on va passer au zapping. Bonjour. Et oui, bonjour. Alors, vous savez que je vais m'adresser, on a une maire autour de cette table. Je ne sais pas si vous vous représentez aux élections municipales. Ouh là là, je me réserve là, il faut que j'annonce d'abord un Villeneuvois avant de vous dire. Non mais alors je pourrais vous dire, pense à moi comme je t'aime, je serai toujours dans ta vie, on se retrouvera. Chantait Francis Lalanne dans le film Le Passage, je crois, et qui a annoncé sa candidature à Lyon. Alors petit souci, c'est pas grave, mais il est éligible durant 18 mois pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne. Il est inéligible en avril 2025 et il habite pas Lyon. Donc c'est des petites choses, mais vous allez voir, sa candidature sera quand même déposée, affirme-t-il, et après j'élargirai la question. C'est cette liste qui m'a choisi. Moi, je me sens dans cette aventure comme l'émissaire, comme le porteur de la parole des autres. Ce n'est pas une blague, Francis Lalanne va bien être l'invité surprise de ces élections municipales au sein du mouvement d'extrême droite Spartacus. Donc moi, ce que je soutiens dans le projet de Spartacus, c'est sa valeur démocratique, transversale,
apartisane et délivrée justement du carcan et de l'influence toxique des partis politiques. Problème, le célèbre chanteur n'est pas lyonnais, ne réside pas encore à Lyon et est surtout actuellement inéligible. Mon lien avec Lyon, c'est d'abord mon lien avec mon public lyonnais. En 2029, ça fera 50 ans que je fais le tour de France en tant qu'artiste. Donc cette ville de Lyon, je l'ai vue grandir, je la connais depuis 50 ans, je la fréquente depuis 50 ans. Il faut bien à un moment donné poser ses valises quelque part. Donc ouais, je suis un étranger qui vient apporter son énergie, son amour, ses idées à une communauté. Voilà, plus pour élargir un peu le sujet, est-ce que les personnalités doivent s'engager dans les municipales et avoir une personnalité sur sa liste? Est-ce plutôt un avantage ou un désavantage? Ça dépend ce qu'on entend par personnalité. Pour la personnalité de Francis Lalanne, je me permettrai pas de juger, mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. On est avant tout citoyen. L'intérêt et la fonction d'un maire, c'est avant tout de représenter son territoire, de porter des idées au-delà même d'un parti politique. Alors même si moi je suis moi-même secrétaire général de mon parti, quand j'arrive sur Villeneuve-Saint-Georges, ma ville, je suis d'abord là pour défendre les intérêts de ma ville, mais ma population, quelle que soit l'origine, la couleur, la tendance politique. Aujourd'hui, des gens qui n'ont pas voté pour moi, mon devoir c'est de les servir de la même manière. Donc qu'on soit célébrité ou non, aussi ça peut apporter. Alors peut-être que l'avantage que je peux y voir, c'est peut-être si on est sur une personnalité qui a une aura ou une image assez positive et qu'on est sur une ville qui a une stature un peu complexe, peut-être que ça peut aussi permettre de créer de l'attractivité sur le territoire. Il faut le voir du côté positif. Voir le côté il y a des stars à Villeneuve-Saint-Georges. Mais nous n'avons que ça. Je pense que c'est pas la bonne question. Sur les cultures urbaines, oui. Je pense que c'est... J'y pensais pas celui-ci, mais sur les cultures urbaines, on a pas mal de jeunes qui se sont illustrés en matière de musique. Alors, MC Solar, oui, les personnalités peuvent s'engager en politique. Après, quelle personnalité? Là, on parle de Francis Lalanne qui donc prévoit de s'engager à Lyon. Déjà, il part mal, parce que la municipale à Lyon, elle a commencé il y a bien longtemps et Jean-Michel Aulas caracole largement en tête dans les sondages derrière le maire sortant écologiste. Donc déjà, je pense que c'est plus une candidature pour faire du bruit, reprendre un peu, se remettre un peu sur le devant de la scène, reprendre un peu de buzz, comme on dit aujourd'hui. Mais après, il a été déclaré inéligible, donc je vois pas comment il va pouvoir être candidat. Il va, à mon avis, essayer de faire son bruit là-dessus, justement, en disant que c'est un scandale démocratique. Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur l'inéligibilité qui se posent. On en parlera sans doute dans les semaines à venir avec Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Je pense qu'elle n'est pas à la même échelle là concernant Francis Lalanne à Lyon et qui vient pas de Lyon en plus. Oui, non, mais dans toutes les élections, il faut des candidatures un petit peu pour la gratter, qui sont pas des candidatures qui sont faites pour aboutir, parce que bon, j'imagine bien que Monsieur Francis Lalanne est bien conscient qu'il ne pourra pas ni se présenter et encore moins gagner cette élection. Donc l'idée, c'est encore de parler de soi. On est bien loin de l'idée de la politique qui est censée normalement dans son idéal incarner et défendre la chose publique. Là, on est complètement dans quelque chose de très narcissique. C'est un pur produit de communication qui n'ira nulle part. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça occupe sans doute une place aussi dans cette campagne, alors même qu'il y a des sujets importants qui mériteraient d'être abordés. Alors il a déposé un référé. Après, c'est de la com, que de la com. Non, mais après, ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que il y a quand même le phénomène de personnalités non politiques qui prétendent à une élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit municipale, est quelque chose de plus en plus fréquent. Et d'ailleurs, il y a eu évidemment, par exemple, il y a eu Cyril Hanouna, il y a eu Patrick Sébastien qui a lancé un mouvement. Donc en fait, au-delà de Francis Lalanne, ça dit quelque chose quand même des attentes de la population, puisque ces candidatures il y a 30 ans, bon, il y avait Coluche, mais c'était un peu différent. Auraient pas du tout suscité autant d'émoi. Et si elles sont possibles, c'est bien qu'il y a chez les gens une capacité potentielle. Après, évidemment, je pense que le politique gagne toujours dans ce genre d'élection face à des personnalités publiques, et encore, effectivement. Et donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse en tant que communicante politique. Je me dis, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent des stars aux politiques? Patrick Sébastien a été, je crois, crédité de 14% d'attention de vente à la présidentielle. Alors, pour tout vous dire, je suis allé à La Rochelle à un de ces spectacles dans ce cadre-là, dans ce cadre d'une potentielle, pas candidature à la présidentielle, mais en tout cas il ne se présenterait pas. Non, il ne se présentera pas, mais je mettrai quand même, je mettrai pas les deux sur le même plan. C'est-à-dire que Patrick Sébastien, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, représente quand même une certaine France, quelque chose en France, alors que Francis Lalanne, qui il représente à part lui-même. C'est toute la différence à mon avis. Oui, mais après en fait, effectivement, je suis d'accord. Après, on peut analyser entre les différentes personnalités qui décident de le faire,
qui est plus ou moins légitime ou qui, en gros, représente plus ou moins une culture populaire et une culture française. Mais néanmoins, moi, je trouve que quand même, que quelle que soit la personnalité dont on parle, ça veut quand même dire que, en fait, les gens vont davantage s'attacher à une personne qu'à un parti. Et ça dit à quel point les étiquettes et les cultures partisanes n'évoquent plus grand-chose aux gens. Parce que 14% d'intention de vote, c'est pas 2%, quoi. Non. Et après, on peut revenir sur Donald Trump et Zelensky qui ont été popularisés par la télévision avant la politique. d'ailleurs. Ça a aussi, en France, aussi aidé. Éric Zemmour. Aussi les faits, la rapidité des réseaux sociaux, effectivement, et que en tant que politique aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de la rapidité de transmission de l'information. Donc, quand on rentre dans cette mission, on est aussi, enfin, c'est un marketing qui est très spécifique puisqu'on s'attache à une personne, à une personnalité, mais c'est aussi la réalité d'une élection municipale. Sur une élection municipale, on est sur un débat local, sur des idées, sur une personnalité, et ça dit les choses. Je crois que en termes de personnalité politique, le maire est la personnalité à laquelle les populations sont le plus attachées. Les gens sont attachés à la personne du maire. Et ça, c'est la réalité d'une élection municipale. C'est toute la spécificité. Et puis ça fait connaître un mouvement que moi je connaissais pas. Spartacus, que je ne connaissais pas. Lui aussi vient de découvrir. Il y a aussi cet effet-là. Absolument. Gilles, on continue ? On continue avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Vous savez, quand vous dites au restaurant, j'ai plus très faim, je vais seulement prendre un café gourmand. C'est tout aussi calorique, que la tarte aux pommes, mais bon. C'est tellement à la mode qu'il est choisi par un client sur 2 au restaurant. C'est un des desserts préférés des Français. Il y a un vrai débat. Pour ou contre le café gourmand. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce qu'avant, le café gourmand, c'était des échantillons des pâtisseries qui étaient à la carte des restaurants. Mais désormais, c'est devenu industriel. Les restaurants ne font plus eux-mêmes leur café gourmand. Ils l'achètent déjà tout prêt par des industriels. Mais le prix de vente reste lui-même. Et écoutez ce reportage où on va voir que dans une brasserie, c'est industriel. Produits surgelés et industriels, un sujet encore tabou pour les restaurateurs. Alors nous sommes allés dans une grande brasserie en caméra discrète pour commander ce fameux café gourmand. Pour 7,80 €, l'assiette semble généreuse et lorsque l'on demande au serveur... Le café gourmand, c'est fait maison ou pas ? Pas tout. On a le moelleux, c'est pas fait maison, la tropézienne non plus. Sur le site des grossistes, ces mignardises coûtent autour de 50 centimes l'unité. Résultat, cette assiette coûte moins de 2,50 €. Une excellente affaire pour les restaurateurs, surtout qu'en France, près d'un dessert commandé sur 2 est un café gourmand. Alors arnaque ou pas, le café gourmand. Oui, enfin c'est pas arnaque parce que arnaque ça voudrait dire. Si parce qu'on pense que c'est des extraits de la pâtisserie, enfin des pâtisseries qu'on aurait pu avoir. Malheureusement, je pense que de bien nombreux autres desserts sont également industriels. Oui, donc je pense que c'est le sujet pour l'ensemble des desserts. Après, pas que les desserts. Je vais peut-être un peu loin, mais ça dit peut-être quelque chose de la clientèle, c'est-à-dire que si c'est un des desserts sur 2 choisis, c'est qu'on n'arrive plus à choisir en fait justement. Et que justement on se dit on veut tout, donc on prend un peu de tout. Et ça dit finalement quelque chose. Et vous n'aimez pas tout en général dans un café gourmand. Pour être une consommatrice de café gourmand, on ne prend pas uniquement parce qu'on a envie de tout, on le prend aussi parce que justement on se dit que ça reste des petites quantités et que finalement ça reste moins important. Ça peut se partager également éventuellement. Oui, c'est ça. Bon, donc on se dit que c'est moins important. Vous êtes café gourmand ou pas, Ariane? Moi c'est pas trop mon truc pour être tout à fait honnête. Après bon, j'ai rien contre non plus, mais je suis assez... Moi je suis contre. Voilà. Je suis assez indifférente à la gourmandise du café gourmand, mais non, après bon, ce qui est intéressant, et je pense que c'est un peu ce que vous dites aussi, c'est que c'est un marketing qui dit en gros, vous pouvez manger du sucre, mais en fait vous ressentez 0 quoi. Et donc ça c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est intéressant. Je sais pas qui a inventé le café gourmand, mais là-dessus c'est intéressant. Et puis après aussi c'est en fait ce que je trouve intéressant, c'est le mot. Oui. En gros, café gourmand. Parce que quand vous pensez, en termes de marketing, c'est intéressant parce que quand vous pensez café, vous pensez, je sais pas moi, caféine. Et puis bon, surtout aujourd'hui, c'est une sorte d'oxymore. Voilà, c'est ça. Et donc je trouve ça assez rigolo et je comprends honnêtement que ça fonctionne. Et après, franchement, je pense que c'est pas. Ça a été inventé par un Français qui faisait du marketing et qui s'est demandé comment updater un peu les brasseries. Et il s'est aperçu que dans les
grands restaurants de gastronomie, à la fin, quand vous aviez votre café, on vous apportait des milliardises. Ouais. Et il s'est dit, moi aussi, je vais faire comme dans les grands restaurants, je vais faire en sorte qu'on amène des milliardises. Et c'est comme ça qu'est né le Café Gourmand, en coupant des petits desserts pour faire comme dans les grands restaurants. Vous prenez le Café Gourmand? Moi, déjà, je m'arrête sur la brioche perdue, si j'arrive jusqu'au dessert. Donc un peu plus copieux. Ouais. Et après, pourquoi pas, si on n'aime pas le Café Gourmand, maintenant il y a une nouvelle version, le champagne gourmand. J'ai jamais vu ça. Là, c'est plus gourmand. C'est votre campagne à Villeneuve-Saint-Jean, c'est ça? Champagne pour tout le monde. Champagne pour tout le monde avec milliardises. Bon, moi, je prends jamais de café gourmand, je trouve ça assez dégueulasse en général. Il y a un truc qui va à peu près, mais le reste, ça permet de goûter plein de choses et c'est des petites quantités. Il y a débat. Mais sur ce que vous disiez, parce qu'il y a aussi l'aspect vraiment industriel. Vous savez qu'il y a une baisse massive de la part des fréquentations aussi des restaurants, parce que les prix sont exorbitants. Et en même temps, quand vous écoutez les restaurateurs, ils vous disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes. Et c'est sans doute pour cette raison aussi qu'ils choisissent des produits industriels. Donc là, il y a un vrai problème avec des restaurants qui ferment et une économie qui ne fonctionne plus. Absolument. Et c'est vrai que comment est-ce que cette économie va mieux fonctionner si elle choisit d'acheter des plats industriels, parce qu'on s'en rend compte assez rapidement quand même globalement. Le problème est loin d'être résolu. Et puis le reportage indiquait que c'était autre particularité, le Café Gourmand n'est que français. Ah oui. On ne le trouve pas à l'étranger. Ok, bon à savoir. Donc il faut rester sur champagne. Souveraineté. Allez, on se retrouve dans un instant et on continue de débattre de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous pour commenter l'actualité dans le 10h midi. Le Café Gourmand fait réagir. Gilles, c'est un sujet, je l'ai dit, qui était clivant. Donc on a Jean en ligne et il n'est pas content. Jean de Longjumeau. Bonjour Jean, on vous salue, heureuse de vous entendre et de vous avoir en ligne, fidèle auditeur de Sud Radio. Restaurateur, vous avez été... Je ne sais pas si vous êtes toujours restaurateur ? Non, j'ai vendu entre les deux confinements, mais je suis toujours chef de cuisine. Ah d'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a pas plu? Ce que Gilles a dit sur le fait que c'était du congelé? Ah non, mais c'est l'ensemble de ce que vous avez... tout ce qu'on a pu prendre dans le visage, dans les oreilles, sur mon métier, je trouve ça horrible. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Déjà, le Café Gourmand, alors d'abord, on est des cuisiniers, mais on peut être aussi des restaurateurs, donc on est effectivement des chefs d'entreprise, et que heureusement qu'on essaie de gagner un peu d'argent pour essayer de vivre. Bon, déjà, le Café Gourmand, on l'a tous fait. Moi, personnellement, il était à 100% maison. Mais vous voyez, moi, je m'occupe d'un concours des papilles d'or dans l'Essonne à la Chambre de commerce, et je vais auditionner, vérifier tous les restaurateurs qui veulent participer. Et je prends toujours un Café Gourmand, parce que c'est le seul moyen, c'est un des moyens, tout au moins pour moi, de vérifier si c'est fait maison ou pas maison, parce que, évidemment, en Café Gourmand, il y a beaucoup d'industriels. Bah oui. Faut quand même savoir qu'un cuisinier n'est pas un pâtissier. Moi, j'adore la pâtisserie, j'en fais, parce que ma mère en faisait beaucoup, donc j'ai fait baigner là-dedans. Et puis j'aime ça. Mais le cuisinier, il fait d'abord des plats salés, il fait pas beaucoup de plats sucrés, et beaucoup de cuisiniers n'aiment pas la pâtisserie, mais ça, c'est très grave. Donc, moi, je préfère un café gourmand avec des produits qui peuvent être de très bonne qualité, surgelés, parce que ce qu'il y a bien dans la pâtisserie, c'est que ça se surgèle super bien, et que ça se décongèle aussi super bien. Et donc, quand vous avez 5 ou 6 pâtisseries ou 4 ou 6 pâtisseries dans une assiette avec un café, moi, je préfère à la limite qu'ils aient été décongelés au dernier moment, parce qu'autrement, il peut y avoir des risques sanitaires. Donc, si on n'a pas un gros débit, il vaut mieux ça, et comme il y a d'autres desserts en plus. Bah oui, mais il y a plein d'autres choses qui ont été dites. Écoutez. Quoi? Mais comme quoi, on n'a pas dit on a dit, est-ce qu'on aime le café gourmand ou pas? Déjà, c'est un reportage. Déjà, c'est un reportage de France 2, qui a été diffusé hier, vous pourrez le retrouver. Et deuxième chose, non, en fait, c'était par rapport au le fait que les personnes ne soient pas prévenues que c'était du surgelé, et le prix surtout. C'est-à-dire que on comprend qu'on peut payer 15 € quand c'est fait par le cuisinier ou le pâtissier, un petit peu moins quand c'est industriel. Non, mais c'est vrai, vous avez dit beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses, c'est pas très sympathique des personnes qui sont là, je sais. J'ai pas tout écouté qui était là, mais je veux dire, c'est vrai qu'on en prend toujours plein la tête, c'est toujours trop cher, c'est toujours pas fait maison, c'est pas ci, c'est pas là. Vous savez, aujourd'hui, mon métier que j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans, qui est une passion en plus d'être un métier,
Et j'ai pratiqué le métier de restaurateur pendant 40 ans. Je m'occupe toujours de l'organisation patronale de la profession. J'ai obtenu à titre personnel que le métier de cuisinier soit inscrit au répertoire des métiers, ce qui n'était pas le cas en France. Grâce à Carole Delga. Donc, je suis tellement passionné que quand j'entends autant de négatifs sur mon métier, ça me irrite. Mais on entend ce que vous dites, Jean, mais comme dans tous les métiers, il y a des... Oui, mais nous, on est soignés quand même. Vous trouvez... C'est comme ça, Oui, j'ai trouvé que... Il y avait, écoutez, on fait comme on peut. Oui, non, mais il faut rendre hommage à ceux qui font leur boulot correctement, bien évidemment, à ceux qui s'investissent parce que c'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, et voilà. Mais c'est pas, vous avez raison, on jette pas l'opprobre sur l'ensemble des restaurateurs, et il faut essayer de vous soutenir autant que possible. Mais c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui renoncent à aller au restaurant à cause des prix. Hein. C'est très... Enfin, franchement, on fait tous le constat. Dans les grandes villes, en tout cas, c'est parfois compliqué. Mais ils consomment de moins en moins. Pardon ? Ils consomment de moins en moins. Les gens font pas des gros paniers aujourd'hui. Ils préfèrent faire des petites notes, consommer dans les grandes surfaces pour des métiers qui sont aussi en souffrance. On le voit à l'échelle des commerces locaux. On a de certains types de surfaces, une typologie qui disparaît parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent des paniers plus réduits, 50 € la semaine, un peu plus, un peu moins, mais on évite de faire des gros paniers de courses, des gros et c'est vrai qu'il y a des choses comme la restauration sur lesquelles les gens vont faire ce sacrifice et ne pas y aller, et voire même se tourner, et là c'est beaucoup plus grave, se tourner vers une consommation, et là encore une fois sans jeter l'opprobre sur la profession, mais de basse qualité. Et du coup ça de manière plus large pour les villes, c'est une difficulté parce qu'on a la multiplication de micro-sandwicheries avec kebab, où on débite, exactement, où on débite de la viande dans des conditions complètement approximatives, et ça questionne. Et c'est pas que ça questionne, mais c'est la partie visible, trop visible, alors que du métier, alors que de l'autre côté, on a des gens qui font leur job de manière tout à fait efficace. Pour des prix qui sont pas tellement inférieurs en réalité. Il y a une explosion des fast-food. Et il faut voir l'augmentation, l'inflation dans les fast-food, des prix, c'est assez dingue. On parle effectivement souvent du prix en hausse dans les restaurants, ce qui est vrai tout de même, mon cher Jean. Et pour m'excuser de ce qu'on dit, je prendrai un café gourmand ce midi. Mais c'est vrai que dans les fast-food également, les prix explosent. Et pour autant, les gens continuent d'y aller et la qualité est encore moindre. Merci Jean, et aidons nos restaurateurs. Faites le bon choix et mangeons des cafés gourmands. Gilles, on continue votre dernier extrait. Là, je vais vous emmener ailleurs. Vous connaissez peut-être Valérie Maître Yang. Alors Maître Yang, il a 2 millions d'abonnés. C'est un sage bouddhiste qui propage la bonne parole du bien-être et de la sérénité. Il est vu par 20 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ça vous donne envie tout ça d'aller l'écouter, mais c'est une arnaque. Écoute. Maître Yang, avec ses 2,5 millions d'abonnés, fait un carton sur Instagram. Chaque jour, il partage en vidéo des conseils clés pour se sentir mieux dans sa vie. Your parents, forgive them for every mistake they made while raising you. Not because they were perfect, but because they were human. Vos parents sont humains, contrairement à Maître Yang. Un cap a clairement été franchi dans le réalisme, mais ce moine est une pure création de l'intelligence artificielle. Regardez sur cette vidéo ses dents. Elles s'agglomèrent entre elles, changent de taille et de forme. Et puis sur les manuscrits, on voit des caractères qui imitent le chinois, mais on a vérifié, ils ne veulent rien dire. C'est une arnaque parce que la personne derrière ce compte vend des produits, des programmes de médecine chinoise à 50 €, alors qu'ils sont eux aussi écrits avec l'IA. Voilà, c'est vrai qu'on les voit si on est adepte, si on va sur les réseaux, mais les chiffres sont faramineux. Exactement, vous avez des faux prêtres, toujours en IA, qui réclament de l'argent pour Lourdes. Si vous les donnez pour Lourdes, faites attention, c'est souvent une arnaque. Et puis vous avez des faux chamans aussi, alors ça c'est très à la mode, qui vous vendent des probiotiques. On dépense en tout 376 milliards de dollars dans le coaching de la méditation. C'est un sujet de debunker de TF1 qui débunk les fausses informations. C'était dans le 20h de TF1. Ouais, vous êtes forcément tombés dessus, les uns et les autres. Oui, alors moi, c'est pas les reportages de ce genre-là, mais c'est la musique. Et ce qui est effrayant, c'est que
on ne voit pas la différence avec une production qui est une production humaine. J'ai enregistré dans mon téléphone des chansons qui m'ont plu, que j'ai trouvé belles. Une chanson, pour tout vous dire, c'est une reprise de Angèle, Balance ton quoi, mais version soul. C'est hyper beau. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai trouvé ça magnifique. Je l'ai enregistré. Je l'ai écouté plusieurs fois. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était fait par intelligence artificielle. Non seulement on ne fait plus la différence, mais en plus, c'est souvent assez bien. Et suffisamment bien pour que ça retienne notre regard. Mais vous l'avez acheté ? Je l'ai pas acheté, je suis sur YouTube, donc je l'ai enregistré sur YouTube. Mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui on ne fait plus la différence entre un produit humain et un produit... Mais attention, et ce phénomène de coaching et tous ces trucs de bien-être, de tai chi et autres prêtres, comme vous dites, c'est... Ariane ? C'est tout le sujet, je pense, du dernier film avec Pierre Ninet, dont j'oublie le gourou, voilà, qui parle effectivement des dérives d'un certain nombre de marketeurs du bien-être. Moi, ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est deux choses. Premièrement, ça pose toute une question sur notre génération, mais les générations à venir aussi, sur comment on va les aider, les accompagner pour décrypter le vrai du faux. Parce que comme vous le disiez, c'est tellement bien fait qu'à un moment donné, même là les jeunes ou même les enfants, quand ils vont voir des contenus, je prends un dessin animé par exemple, qu'est-ce qui va faire à un moment que si un enfant a accès à un dessin animé IA et un dessin animé non IA, s'il peut pas voir la différence, ça pose quand même de vraies questions sur la question de l'éducation des cerveaux et l'éducation aussi au regard de ce qui est vrai. Et une dernière chose que je trouve intéressante, mais ça c'est plus politique au sens noble du terme, c'est la question, on est dans une époque du vrai ou du faux. C'est-à-dire que quand on parlait par exemple des personnalités qui se présentaient à l'élection municipale, présidentielle, peu importe, il y a ce sujet du vrai et du faux. Est-ce que finalement ça ressemble à une élection ou en tout cas une candidature comme une autre, et en même temps on a l'impression que c'est un peu fake, mais on vote quand même. Oui, vous avez vu qu'il y a eu... on va marquer une pause, on pourra réagir, vous pourrez dire un mot dans un instant, juste après les infos. Tous les jours de 16h à 17h, retrouvez C'est votre avenir sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Ariane Hamadi, présidente de Kerman Consulting. Vous êtes spécialiste en communication politique. Christelle Niasme, vous êtes maire de Villeneuve-Saint-Georges, secrétaire général adjoint Les Républicains. Lucas Planavergne, journaliste au Journal du Dimanche, et Noémie Alioua, journaliste essayiste. Et votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Que faire des mineurs ultra-violents? Ce matin, Béatrice Brugère, magistrate, était l'invitée de nos confrères de CNews, et elle s'exprimait sur ces mineurs ultra-violents. Vous avez vu ce fait divers abominable de cette adolescente séquestrée, torturée par 4 jeunes, dont certains mineurs. Écoutez ce qu'elle disait à propos de ces mineurs. On a une vision un peu angélique des mineurs, et aussi parfois une vision un peu fausse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les mineurs sont des mini-barbares. Non, en fait, il faut bien avoir en tête que c'est une petite minorité, mais c'est une minorité qui est de plus en plus violente. Et là-dessus, on a des analyses, vous le savez, vous l'avez déjà peut-être interviewé, du docteur Maurice Berger, bien sûr, qui explique comment on est en train de créer, malgré nous, des générations d'enfants qui n'ont plus d'empathie. Voilà, plus d'empathie, c'est ce que dit effectivement Maurice Berger, avec des enfants qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et elle estime qu'il faut aujourd'hui se préoccuper très sérieusement, puisque ces mineurs, c'est ce qu'elle dit dans l'interview, sont au cœur du narcotrafic. Et écoutez ce qu'elle disait sur cette priorité que doit être la justice des mineurs. Il y a une réflexion, d'ailleurs, je vous l'indique, au ministère de la Justice sur cette question, et il va falloir que cette question devienne une priorité, et je pense même une priorité nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Intéressant que ce soit vous qui le dites. Une priorité nationale, parce qu'en fait, toute la question de la délinquance, elle commence à l'enfance. Et il faut jamais oublier, et c'est ça qui est terrible, c'est que les premières victimes de la justice des mineurs, ce sont des mineurs. Voilà. Christelle Nias, vous êtes maire donc d'une ville de région parisienne, Villeneuve-Saint-Georges. Vous constatez, vous, un rajeunissement de la délinquance, et vous y êtes confronté à cette violence des mineurs? On y est confronté, on y est particulièrement confronté. Il faut sans cesse
rattraper, on va dire, parce que le basculement se fait très vite, très facilement, et il faut se poser. Je pense que c'est un problème de sociétal profond. C'est le rapport qu'on a à l'autorité, le rapport qu'on a à nos aînés pour les plus jeunes générations. Aujourd'hui, on a un dialogue qui est plutôt bon avec notre jeunesse sur la ville. Maintenant, nous, ce qu'on constate, c'est la rapidité à laquelle ils vont. Il y a ce phénomène de groupe, la capacité qu'ils ont à se rassembler très rapidement pour monter très rapidement des groupes pour aller mettre un petit peu de désordre. Donc ça, c'est un travail de fond avec l'ensemble des médiateurs, du dialogue avec la police municipale pour essayer d'apaiser. Et ça marche, vous y arrivez? Mais en fait, c'est pour ça que je dis que c'est sans cesse. On passe notre temps à rattraper parce que c'est pas parce qu'une fois on apaise que ça va pas se reproduire. Ce phénomène de regroupement, d'attroupement, la bascule facile aussi qu'il y a d'être qu'un de nos petits soit attrapé pour faire rester en pied d'immeuble, parce que c'est ce qu'on a aussi, et se mettre à rentrer dans du trafic. Et le dialogue permanent, c'est de leur faire comprendre que une fois que le casier judiciaire il est plein, c'est fini. Mais de réussir à le faire entendre et que ça crée le déclic pour que le petit n'y retourne pas, c'est d'une complexité sans fin, parce que vous avez toujours ce phénomène de groupe. Alors vous me direz, il a toujours existé, c'est vrai. Il y a toujours eu ce phénomène qui existait, le phénomène de groupe avec les jeunes. Maintenant, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus rapide et il est sans limite aujourd'hui. C'est-à-dire que avant, on avait quand même conscience de la vie, de la mort. On avait conscience des limites qui étaient posées par les adultes, par l'autorité. Mais on est dans un contexte aujourd'hui où finalement, le rapport à l'autorité, un uniforme, un élu, un parent, un adulte, il n'est pas le même aujourd'hui. On défie sciemment l'autorité et la vitesse à laquelle ça va. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, quid des réseaux sociaux, du téléphone, de la capacité à se rassembler très rapidement. Autant l'intelligence artificielle, moi je la vois comme une opportunité en tant que collectivité, parce que ça peut nous permettre de répondre aux administrés très rapidement. Je veux dire, on développe des trésors d'intelligence pour créer des bases avec l'intelligence artificielle, répondre à nos administrés, les réorienter dans les arcanes de l'administration. Mais de l'autre côté, on laisse nos enfants soumis à des contenus dont on ne maîtrise pas l'objectif. Est-ce qu'il ne faut pas intervenir au niveau des parents? Est-ce que vous, à la mairie, vous intervenez pas au niveau des parents? Puisqu'on parle de mineurs, il y a donc des parents derrière. Dans l'affaire dont Valérie parle, il y a une des mères qui a dit elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle a fait. Elle a défendu une des filles qui avait frappé. Est-ce que il n'y a pas aussi une façon d'agir, de recevoir les parents au commissariat ou d'avoir un effet sur les parents, puisqu'ils sont mineurs en fait? Je crois qu'il faut commencer par là. En plus de toute la partie de la médiation, de la partie sanction, il faut pas oublier la partie sanction, mais il faut effectivement travailler sur la parentalité, qui est un sujet de fond. Il faut pas déresponsabiliser les parents. Moi, vous le constatez une fois qu'on dit ça, parce que je vois des auditeurs qui me disent il faut éduquer les parents, faut que les parents fassent le boulot, mais vous avez des parents dépassés. Alors c'est pas une excuse non plus. Non, mais oui. Moi, je suis gênée, c'est même pas pardon, je suis désolée, mais c'est même pas dépassé. Parfois même, on est dans l'absurdité. Moi, quand j'ai des parents qui sont capables de se battre à la sortie de l'école, ou qui sont capables d'excuser des comportements violents des enfants dans une école, c'est intolérable. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas ce que vous leur dites. Exactement. C'est même pas des parents qui disent j'y arrive pas, c'est des parents qui disent de quoi je me mêle. Et voilà. Donc il y a un biais dans la société. Il y a une crise, je pense, de l'autorité parentale. Il y a aussi une crise de l'autorité éducative à l'école. Il y a une crise de l'autorité judiciaire parce que effectivement, cette magistrate parlait de l'urgence de la justice des mineurs, et il est plus qu'urgent, à mon avis, de poser la question de l'abaissement de la majorité pénale, parce que quand des mineurs font de tels actes que des adultes font, à mon sens, ils doivent être jugés comme des mineurs. Moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est récemment, j'avais interviewé Marc Trevidic, qui est un autre magistrat, et qui a écrit un livre justement sur ça, et le passage dans le livre qui m'a le plus marqué, c'est justement celui sur l'ultraviolence des mineurs. Il m'expliquait comment il constate notamment même dans le verbe, dans le mot, comment les jeunes, comment on assiste à une désacralisation totale de la vie humaine. Les jeunes parlent de piquer, de planter. Alors il lui expliquait ça par tout un imaginaire, effectivement les réseaux sociaux, la musique, le cinéma, les lives sur Twitch et compagnie. On l'a vu avec l'affaire Jean Portmanov. Tout à fait.
Et d'autres contestent cet argumentaire. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une ultra-violence de plus en plus débridée chez les mineurs. Mais avant même les réseaux sociaux, lisez Maurice Berger, encore une fois, pédopsychiatre qui intervient en centre fermé et qui raconte que ces enfants, en fait, souvent, sont des enfants avec qui on n'a pas joué, avec qui on n'a pas fait semblant. Et donc, toujours cette anecdote que je raconterai inlassablement de ce gosse de 14 ans qui est en centre fermé, à qui il dit « Mais pourquoi t'as pas tué le mec sur qui t'as frappé ?» Et il dit « Parce que mon copain m'a tiré par la capuche. » C'est pas parce qu'on tue pas quelqu'un, c'est parce que si j'avais pu, je l'aurais tué. Et donc, c'est pas faute de raconter ce qui se passe et le problème de l'éducation de ces enfants qui ne sont pas élevés, en fait. Et puis, il y a un autre point sur lequel je voulais insister tout de même, parce que Marc Trévidic et tous les spécialistes le disent également, c'est que les premières victimes de cette violence des mineurs, c'est souvent les mineurs. Et les mineurs qui sont eux-mêmes coupables de violence ont très souvent eux-mêmes été victimes de violence. Et il y a une carence parce que cette jeune était en foyer, si je ne m'abuse. Absolument. Et là, dans le cadre de la jeune fille de 15 ans, les 3 filles et un garçon, vous imaginez, 3 filles qui ont torturé une autre fille, 3 filles et un garçon âgés de 14 à 17 ans. Donc oui, bon, c'est évidemment abominable et je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Moi, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est la question de ce que disait la magistrate dans l'extrait, c'est la question de l'intensité de la violence. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gradients. Et je dis n'importe quoi, entre embêter quelqu'un à l'école en lui piquant son sac et ce qui arrive aujourd'hui, c'est dément. Et moi, je pense qu'on est dans une époque, de manière générale, chez les adultes aussi, de désacralisation de la violence. Parce qu'on parle des enfants, mais à un moment, il y a aussi un sujet de modèle, parce qu'il n'y a pas juste l'autorité, c'est-à-dire papa, maman qui y sont. Non, en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de violence généralement dans la société. Je pense que les gens sont à cran. D'ailleurs, quand vous parlez, par exemple, avec des chauffeurs de taxi, ils vous expliquent bien comment une situation absolument anodine, ou en tout cas pas si grave, qui se serait réglée à la limite par un peu peut-être des gens qui disent pourquoi t'as fait ça, etc., peut partir très très loin. Donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'on est dans une société de la pulsion. En fait, ce que font les réseaux sociaux, etc., ils s'appuient sur quelque chose qui est déjà sous-jacent, c'est-à-dire qu'avant la réflexion, avant la prise en compte de l'autre, et donc ce qui peut permettre aussi l'empathie, on démarre au quart de tour sur la base d'une impulsion. Et donc, c'est ce qui fait le cyberharcèlement. C'est pas que la seule raison, attention, c'est beaucoup plus complexe, et je voudrais pas manquer de respect à tous ceux qui sont cyberharcelés, etc., mais en fait, c'est « Ah bah, je la déteste », je l'aime pas, je la déteste, paf, je te fais un commentaire où je te dis que je vais te tuer. Et ça, ce circuit, c'est-à-dire cette autoroute entre un sentiment négatif, une émotion négative et une émotion de violence et l'action, est vraiment, vraiment à prendre en considération. Et après, la dernière chose, c'est qu'effectivement, vous parlez de ce plus que drame, enfin, c'est au-delà du drame, là, on est carrément sur une abomination. Oui. Ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, pour des mineurs, vous parliez du bien et du mal, c'est que faire mal, faire très 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 mal, tuer même, c'est devenu quelque chose de... C'est la norme. Pas d'anodin, parce que j'irai pas jusque-là, mais il y a une incapacité à un moment à se dire, c'est une telle limite que je pourrais jamais la franchir. Et ça, on est dans une société où les limites ne cessent d'être franchies dans le discours politique, partout. On continue, on aura Liliane en ligne qui évoque la justice des mineurs. Effectivement, est-ce que c'est un marronnier ? Ça revient sans arrêt, modifier cette justice des mineurs. C'est la question fondamentale. Souvenez-vous, Gabriel Attal avait essayé justement de réformer cette justice des mineurs, d'enlever l'excuse de minorité, et c'est le Conseil constitutionnel qui l'avait empêché de le faire. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous, nous parlons de la violence des mineurs et effectivement, on le disait hors antenne et Béatrice Bugère le disait, le nombre de mineurs violents n'augmente peut-être pas, mais l'intensité de la violence, elle augmente, et puis le phénomène des filles aussi qui sont, on le voit, elles-mêmes de plus en plus violentes. Liliane est en ligne avec nous. Bonjour Liliane, vous vouliez témoigner ? Bonjour. J'ai un garçon de 18 ans et justement nous discutions ce matin en écoutant Madame Brugère. Oui. Et il m'a fait une remarque qui m'a effrayée en me disant, mais maman, tu sais, les filles c'est pareil que les garçons. Hein. Oui. Ouais. Donc. Et ça, c'était pas le cas avant. Non. Et non seulement j'étais effrayée par ce que j'entendais, ce qui s'est passé, tout ça, mais il m'a effrayée encore plus en me disant,
les filles, maman, c'est pareil. Ouais, bah là, oui, moi j'ai été surprise de découvrir qu'il y avait 3 filles, donc parmi ceux qui ont, de façon présumée, torturé et séquestré pendant 2 jours une autre adolescente de 15 ans. Christelle Niasme, vous le constatez? Non, mais en fait, je pense que c'est vraiment un phénomène générationnel. Je pense qu'il faut pas minimiser le phénomène des réseaux. Vraiment, je veux pas faire un lien immédiat et direct, mais ça a des conséquences directes sur le rapport à l'autre, sur le rapport au corps. Et quand on voit qu'on est capable, parce que j'ai lu un peu, on est capable de scarifier, parce qu'ils l'ont quand même, ils l'ont quand même vraiment mutilé. Ils ont mutilé, c'est un acte de barbarie. Des filles qui sont à peine majeures, qui sortent à peine de l'adolescence. On a quand même autre chose à penser. Donc pour répondre à je ne sais quelle pulsion liée au petit ami, mais il y a ce rapport au corps aujourd'hui. En plus, quand on sait les difficultés quand on sort des foyers. Les foyers, c'est des zones où on ne protège plus aujourd'hui nos jeunes. Aujourd'hui, c'est des zones d'accès sortie libre, complète. C'est quelque chose qui est très, très questionné parce que les enfants sont très mal protégés. Donc il y a un rapport au corps qui est très différent, un rapport à l'autre qui est hyper violent, à son propre corps. À son propre corps même. Moi, parce que je dis tout ça parce que je pense à une conversation que j'avais eue avec une jeune femme qui a une dizaine d'années 20 ans de moins que moi. Je vous dirai pas mon âge. Mais elle me disait, mais c'est pas très grave de mettre des photos alors je vais trouver ça curieux, mais des photos de ses pieds et de les vendre. Je lui dis, mais c'est quand même assez proche d'un phénomène de prostitution. C'est de la vente d'une partie de son corps. Oui, mais en fait, c'est pas moi qui me vend, c'est lui, c'est celui qui achète, qui décide d'être déviant dans ce qu'il fera de cette image. Et moi, j'avais trouvé ça tout à fait curieux. Comme mode de pensée. Comme raisonnement. Parce que pour moi, la notion de monétiser un corps humain, de vendre, on est dans quelque chose, d'un acte qui est pour moi de l'ordre de la prostitution. Et pour elle, c'était quelque chose de beaucoup plus léger. Donc il y a la responsabilité des réseaux. Oui, alors vous parliez du rapport au corps, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre, d'aller dans les explications, dans les raisons des choses. Et vous citiez tout à l'heure Valérie Maurice-Berger, le pédopsychiatre, et lui, il insiste aussi sur les mots. C'est-à-dire que cette augmentation de la violence va aussi de pair avec l'abaissement du langage. Et souvent, ces jeunes-là n'ont plus les mots pour s'exprimer, ils n'ont plus le langage pour dire leur frustration, leur colère, tout ce qu'ils ressentent, leurs sentiments, parce que les mots, c'est aussi une décharge. Et depuis longtemps, on appelait ça la catharsis, c'est la psychanalyse d'ailleurs qui a bien théorisé ça, l'idée de parler, l'idée d'écrire, l'idée d'utiliser les mots pour exprimer ce qu'on ressent, c'est aussi une façon de s'exprimer. Et aujourd'hui, ces jeunes qui n'ont plus les mots pour s'exprimer, eh bien, ça, c'est en tout cas l'une des raisons qui les mène aussi à la violence. Lisez le livre d'Alain Bentelila, dont c'est le combat depuis des années, Demain la barbarie, Parents et Instit, même combat, où l'abaissement, l'affaiblissement du langage et de l'expression conduit à la violence. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'acceptation de soi, il y a les filtres qui ont été mis en place et qui résument bien les choses. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas nous qui apparaissons sur les réseaux sociaux, c'est l'image qu'on voudrait avoir qui apparaît. Qui distancie encore plus, c'est vrai. Et moi, je pense 2 choses. Sur la question du rapport au corps, moi je pense qu'en fait aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, on parle à une image, pas à une personne. C'est-à-dire que, en gros, vous parliez de différents... il y a différentes personnes, par exemple, qui vont, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui va avoir 3 grains de beauté là. Pourquoi il va se faire, entre guillemets, attaquer sur ces grains de beauté? C'est parce qu'en fait, on attaque l'image qu'il renvoie et on a l'impression qu'en attaquant son image, on n'attaque pas vraiment la personne. Et ça, c'est vraiment un problème parce que quand vous scrollez, mais sans avoir entre 18 et 25 ans, je veux dire, quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont faits pour laisser une impression, pas pour donner en fait le sentiment qu'il y a une personne derrière. Et sur la question du langage, ce que je trouve très intéressant, c'est que beaucoup d'addictologues ont travaillé sur la grosse difficulté aujourd'hui qu'on a tous globalement, particulièrement chez les jeunes, à gérer la frustration. Et effectivement, le langage permet, quand on est très frustré, très très fort et très intensément, de décaler le moment où on va agir. Et je pense que ça c'est très très important. Oui, vous avez raison. C'est quand les choses se passent pas comme on veut. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on y répond? Parce que la question, quand Béatrice Brugère dit ça doit être la priorité, nationale. Et elle indique aussi qu'ils sont vous le constatez certainement, de plus en plus présents dans les affaires de narcotrafic. Moi, je pense qu'il y a 3 choses.
C'est dès la primaire, une éducation à l'école et une formation des enseignants notamment à toutes ces questions en gros presque psychocognitives, c'est-à-dire pas forcément en faire des médecins. Je dis pas qu'il faut qu'ils soient médecins, c'est pas leur job, ils ont déjà plein de casquettes et ils ont plus envie. Enfin, j'imagine qu'ils ont plus envie, mais peut-être une sensibilisation. Par exemple, on parle beaucoup de TDAH, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants. Moi, j'avais une amie instite qui me disait si j'arrive à les capter 1 à 3 minutes de concentré, déjà j'ai gagné. Donc peut-être une sensibilisation des enseignants aux conséquences de tout ce qu'on décrit sur les cerveaux. Et après, moi je pense quand même que... il faut une réforme de la justice. Là, on est en amont, mais la sanction semble indispensable. Vous savez, je vous parle d'une classe de maternelle dans laquelle il y a 8 petits garçons et 5 petites filles. L'instit n'arrive pas à en venir à bout dans un quartier plutôt favorisé. Elle ne peut pas, et pire, on la met en difficulté parce que les parents ne veulent pas entendre. Exactement, ils ne veulent pas entendre, remettre en question le comportement de l'enfant. Il se passe quelque chose. Et se mettre sur l'enseignant. Oui, c'est qui aujourd'hui baisse les bras, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut plus aujourd'hui. Il ne peut plus. Être enseignant aujourd'hui, c'est se mettre en danger. Quand vous avez une horde de parents qui arrivent et qui ne remettent même pas en question les comportements de leurs enfants, ils ne s'interrogent même pas parce que les enfants, mais ça remet en question directement leur propre comportement. C'est ce que j'allais dire. C'est leur propre comportement qui est la question des parents, de l'éducation, etc. Mais vraiment, je reviens sur la question de la justice. Vous l'évoquiez, Lucas, mais c'est fondamental parce que malgré tout, il y a une part de l'éducation que l'État ne peut pas prendre en charge, et encore heureux parce qu'elle dépend par définition des parents. Mais par contre, la justice doit être réformée parce que les jeunes qu'on a aujourd'hui ne sont pas les jeunes qu'il y avait il y a 30 ans. Le monde a changé, le monde est plus violent, la jeunesse est plus violente, et vous ne pouvez pas considérer... Mais on en fait quoi? On en fait quoi? On les met en prison? Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins de 13-14 ans? Vous parlez par exemple de ceux qui agissent dans le narcotrafic et toutes les violences qui en découlent. En réalité, ces jeunes-là savent pertinemment qu'ils n'auront rien. Que l'excuse de minorité sera toujours en vigueur. Et c'est pour ça qu'ils sont exploités aussi par les narcotrafiquants. Absolument. C'est tout un système, c'est un problème systémique en réalité qu'il faut résoudre. Et c'est pour ça, encore une fois, que la question de l'excuse de minorité, de l'abaissement de la majorité pénale est primordiale. Je lisais encore ce matin sur un autre drame, le témoignage d'un policier qui s'était fait lyncher à Tourcoing en septembre par 5 adolescents. Ben voilà, on sait que ces adolescents-là, ils n'auront concrètement rien. Ils auront un rappel à la loi, ils seront un petit peu suivis, et en réalité ils le savent quand ils le commettent. Si quand ils commettent de telles violences, ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui leur dit là vous allez avoir de vrais problèmes, y compris pour vos parents, y compris pour vos frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte pour responsabiliser également les parents. On parle souvent de supprimer les aides par exemple aux parents qui auraient plusieurs délinquants récidivistes dans leur famille. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de solutions et qu'on ne s'y attaque jamais en réalité sur ce sujet. Oui, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant avec vous, on fera un tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Puis moi j'ai posé une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse, j'ai posé une question à Ségolène Royal, elle ne m'a pas répondu, je l'ai vue. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, je vous disais que j'avais adressé un message sur X à Ségolène Royal. Je lui ai demandé si, à l'occasion de son voyage en Algérie, elle avait pu échanger sur le sort de Christophe Glaise, qui, je vous le rappelle, est détenu depuis maintenant combien de jours? Plus d'un an. 7 mois, je crois. Oui, presque un an, puisqu'elle était extatique lors de ce voyage. Et c'est vrai que on se demande un petit peu pourquoi, pour communiquer, pour attirer l'attention sur elle, on est quand même dans une relation extrêmement tendue. Ségolène Royal fait partie de ces personnages qui veulent exister à tout prix. Elle se présente régulièrement à l'élection présidentielle alors que personne ne lui a rien demandé. Souvenez-vous d'ailleurs que sur son compte Twitter, elle se présentait comme finaliste à l'élection présidentielle. Il y a une volonté chez elle, à tout prix, d'exister dans le débat public, quand bien même sa place est par définition assez restreinte. Donc je pense qu'il y a une volonté simplement de s'imposer dans un débat dans lequel elle n'a strictement rien à faire. Et vous avez raison, c'est très important de lui rappeler le cas de Christophe Glaise, un journaliste qui a été jeté en prison
pour des raisons qui sont évidemment des raisons complètement superficielles, parce qu'en fait, il est l'otage de la relation entre la France et l'Algérie. Et dans cette situation terrible, où vous avez un régime algérien qui nous insulte tous les jours, où vous avez un journaliste français qui est dans les geôles algériennes pour des raisons qui n'en sont pas, dans ce contexte-là, vous avez Madame Ségolène Royal qui se rend en Algérie, qui fait un grand sourire à Monsieur Tebboune, le président algérien, et qui espère comme ça exister. C'est terrible parce que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais l'intérêt de la France n'est pas respecté aussi ici par quelqu'un qui est censé en faire sa profession. Alors ce matin, Maud Bréjon était l'invitée de Jean-François Aquili. Elle a balayé d'un revers de main la question de Jean-François Aquili en disant « Je n'ai aucune envie de faire des commentaires sur la vie de Ségolène Royal et je pense qu'on surestime son influence. » Et effectivement, on en parle. Alors on surestime sans doute son influence en France. Maintenant, il faut dire que dans la presse algérienne, la presse contrôlée par l'État algérien, elle est présentée comme une amie du régime d'Abdelmadjid Tebboune, avec lequel elle appelle au dialogue, avec lequel elle appelle à l'apaisement. Encore une fois, quand on sait qu'un journaliste français est détenu dans les geôles algériennes, quand on sait que Boualem Sansal est récemment sorti, et en plus, pas grâce à la France, si je puis dire, mais grâce plutôt à l'Allemagne. Donc effectivement, dans un contexte de tension, il y a également plein d'autres tensions. Il y a l'Algérie, la question du retour des OQTF en Algérie, il y en a beaucoup. Et moi, je suis pas sûr qu'elle ne fait ça que pour exister. Je pense que elle est peut-être sincère, et c'est ce qui m'inquiète le plus en réalité. Oui, non, mais vous avez raison. Elle est sincère, elle défend normalement l'intérêt de la France, parce que c'est quand même une personnalité politique française. Or là, on voit bien qu'elle va à l'encontre des intérêts de son propre pays. Absolument. Donc si vraiment elle est convaincue qu'elle fait quelque chose de bien, c'est terrible, c'est encore plus terrible. Alors on va continuer notre tour de table. Christelle, vous vouliez faire un coup de cœur pour nos policiers. Oui, tout à fait. Un coup de cœur, parce que je le rappelle, le samedi à 11h, une mobilisation d'ensemble de nos policiers. Donc ils l'ont appelé mobilisation citoyenne, ça s'appelle du syndicat Alliance. Une mobilisation citoyenne, c'est ce qu'on voit sur le flyer. Ils invitent donc tous les citoyens, les policiers, les élus qui sont sensibles à la question de la protection de nos policiers. Donc c'est protéger ceux qui nous protègent, c'est un peu l'idée et l'objectif. Et pour tirer la sonnette d'alarme sur une fonction qui est en grande souffrance. Parce que, et peut-être un peu pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois que on est dans la culture de la provocation permanente en France. C'est de remettre en question l'intérêt même de notre pays et notre dernier rempart, ce sont nos policiers contre la barbarie du quotidien, la violence du quotidien. Si on remet sans cesse en question l'autorité de nos policiers, eh bien il n'y a pas grand-chose qui avance. Et donc dans cette manifestation, ils vont effectivement revendiquer différents sujets, les moyens matériels. Effectivement, moi j'y suis très directement confrontée. J'ai la chance d'avoir un commissariat sur ma commune, mais je sais à quel point les conditions d'exercice dans ce commissariat sont complexes. Donc aujourd'hui, on en est à travailler avec la ville pour accompagner et trouver la meilleure solution pour soulager les services de l'État, parce qu'on a besoin de nos policiers et les moyens humains aussi. Ça, c'est le vrai sujet aussi. On est à 3,4 policiers en France, quand on est à 3,6, presque 4 policiers pour 1000 habitants en Espagne. Oui, et il faut dire qu'il y a des communes où il y a un commissariat pour plusieurs voire pas de commissariat, où on a la gendarmerie pour certains. On a un commissariat, aujourd'hui un commissariat, c'est par circonscription. Donc on a notre commissariat, il est sur ma ville, mais donc il est là pour gérer la délinquance et les difficultés sur 3 villes. Donc avec peu de voitures parfois. Donc moi j'entends les difficultés de mes habitants quand ils me disent quand j'appelle, ils me disent qu'ils n'ont pas de véhicule pour la patrouille. Bien sûr. Ça c'est le quotidien, et c'est pas un défaut de vouloir intervenir, de pouvoir le faire. C'est simplement effectivement qu'en face il y a des questions de moyens qui sont plus que nécessaires, et on voit le contexte. C'est le contexte aujourd'hui qui l'exige de rétablir l'autorité, la sécurité. C'est le premier des droits des Français, et pour qu'elle puisse être exercée, il faut qu'on puisse avoir des gens qui se sentent protégés dans leur mission et qui puissent l'exercer dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a quand même toute une part de l'échiquier politique, notamment à gauche et à l'extrême gauche, qui passe son temps à dire, je cite, que la police tue. Je pense notamment au député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui met une cible sur le dos des policiers. Et par contre, évidemment, dès qu'il en a besoin, en l'occurrence, il a été mis sous protection policière il y a quelques années, vous inquiétez pas qu'il a tout de suite appelé la police et qu'il était très content de les avoir pour le protéger. Donc il y a une stigmatisation aussi qui est faite par une partie de la classe politique qui est terrible, pour des raisons électorales. On en parlait précédemment
évidemment, il y a une violence exacerbée à l'égard de la police. C'est un phénomène majeur et en réalité, c'est un phénomène qui dépasse le simple cadre de la police. C'est-à-dire que il y a une défiance des pompiers, des élus. Vous êtes bien passé pour le savoir, Madame la maire, des professeurs. En réalité, tous ceux qui incarnent l'État, tous ceux qui incarnent la France. Donc, pour moi, en fait, il y a un rejet de la France, plus largement, à travers le rejet de l'uniforme du policier. Et c'est quelque chose, je suis d'accord avec Noémie, contre lequel il faut agir et contre lequel l'ensemble de la classe politique devrait agir. Oui, non, mais c'est sûr. Ariane, oui. Ouais, moi, ce que je trouve problématique, c'est effectivement l'état quand même de crispation autour du sujet de la police et notamment les liens entre police et population qui sont plus du tout les mêmes qu'avant. Et au-delà de ce qui a été dit, je trouve que cette initiative est bonne dans le sens où on a à mon avis, trois choses. On a des populations qui ont des rapports très compliqués avec la police et des populations qui peuvent avoir l'impression que les policiers, par manque de moyens, etc., peuvent pas les protéger. En tout cas, c'est le sentiment de l'opinion publique. Et donc, tout ce qui va dans le sens du dialogue, de la pédagogie, moi, je trouve que c'est je trouve que c'est ça qui moi m'intéresse. Je trouve que c'est essentiel pour qu'il y ait pour que les choses s'apaisent et Et oui, ça pèse. Alors, Marie me dit, je ne suis pas du tout anti-flic, mais leur comportement avec les gilets jaunes, les soignants, les agriculteurs sont dégueulasses. Je suis désolée, mais enfin, le boulot d'un policier, c'est de maintenir l'ordre. Donc, ils sont le bras armé de l'État. Refusaient d'agir contre les agriculteurs. Certains ont refusé d'agir contre les agriculteurs. Nous, je me souviens, dans le JDD, on avait fait un article pour expliquer comment les gendarmes étaient catastrophés de devoir agir contre les agriculteurs. Ils sont le bras armé de l'État. Donc s'ils sont obligés de respecter des règles qui leur sont données, c'est le politique. Eux ne font qu'exécuter, c'est le politique qui donne la décision et qui donne les grandes décisions. Pardonnez-moi, mais je crois, et vous avez raison, que c'est un sujet hautement politique et qu'il faut pas oublier que ce sont des hommes et des femmes qui sont écrasés derrière parce que d'un côté, effectivement, ils répondent à une commande. Et heureusement qu'ils le font. Et de l'autre côté, on a une volonté clairement d'exacerber la haine contre ces personnes et de les mettre en danger. Vous l'avez très bien dit, la France insoumise aujourd'hui en fait son fonds de commerce avec un projet qui est de désarmer les polices municipales. Faut oublier qu'on a perdu un agent de police municipale qui pouvait pas se défendre, Madame Clary Jean-Philippe. Voilà, des gens qui perdent la vie parce qu'ils peuvent pas se protéger face à la menace terroriste, une société qui devient hyper violente, et ils en font un fonds de commerce. Et c'est très grave. Moi aujourd'hui, le rapport à la population, je ne crois pas que les habitants n'aiment pas leurs policiers. Au contraire, moi je le constate tous les jours. Nos familles, elles sont reconnaissantes du travail des policiers pour rétablir l'ordre. Mais on entend plus ces voix de ceux qui veulent stigmatiser, parce que évidemment, quand on fait une interpellation, c'est jamais simple. Je veux dire, pacifier quelqu'un qui se débat, qui bouge dans tous les sens, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est pas un degré d'action qu'on voit au quotidien. Donc, et ceux qui hurlent immédiatement dès qu'une interpellation de police à la violence policière, qui obère l'action des policiers, ça remet en question toute leur capacité d'agir. Ça remet en question toute ils peuvent plus travailler, c'est plus possible. On sort le téléphone, on filme, on met en danger un agent. Je veux dire, il y a une irresponsabilité qui est en plus motivée par des partis politiques, pour ne pas les citer, la France insoumise, qui appellent à l'insurrection et à la haine de la France. Et qui extrapolent des situations qui se passent notamment aux États-Unis pour les dupliquer en France, alors que le contexte est complètement différent. Ça n'a rien à voir, on est bien typiquement avec la question de ICE et de la police trumpiste, ou à l'époque de George Floyd, etc., qui sont des sujets clairement complètement différents. Absolument. Noémie, on reste dans le milieu policier, carcéral. Oui, je voulais parler des livraisons par drone dans les prisons. Vous le savez, Valérie, que les murs des prisons sont hauts, épais et bardés de barbelés. On les dit infranchissables, et pourtant, il suffit de quelques kilos, un engin, pour les rendre complètement obsolètes, ces fameux établissements qui sont censés incarner l'autorité de l'État, dont on parle en ce moment, et qui deviennent finalement des banales zones de livraison, drogue, téléphone portable, carte SIM, argent liquide, mais aussi armes blanches. C'est toute une économie parallèle qui se développe comme ça à l'intérieur des prisons.
et notamment à la maison d'arrêt de Nantes, où le problème est bien documenté, puisque c'est aujourd'hui que comparaissent 3 suspects devant le tribunal correctionnel de Nantes. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé 500 livraisons par drone dans plusieurs prisons, dont celle de Nantes. Alors on verra quelles seront les peines qui seront prononcées. On ne le sait pas encore pour des êtres qui sont déjà, rappelons-le, en prison. En tout cas, bienvenue dans la France où l'État surveille ses citoyens à la loupe, mais laisse ses prisons se faire livrer par les airs sans aucun problème. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une prise, une saisie de viande, 40 kilos de viande qui était destinée à être balancée justement par-dessus les murs d'une prison. Ça a été saisi et la viande a été donnée à la SPA de Roanne, je crois. Donc, mais vous avez raison, ce phénomène des drones paraît absolument incompréhensible. Je ne sais pas si vous voulez... juste un petit mot sarcastique, c'est qu'on constate que nos délinquants, nos narcotrafiquants sont désormais plus efficaces que Colissimo et que La Poste en France. Donc, c'est pas très difficile, mais effectivement. Non, c'est pas faux. On va se retrouver dans un instant, on va parler sport avec vous, Ariane, et puis de la vente aux États-Unis d'un fleuron français dont on ne parle pas beaucoup avec vous, Lucas Planavergne. À tout de suite. Sud Radio dit mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Lucas, puis on terminera par la bonne nouvelle avec vous, Ariane. Lucas, c'est un coup de gueule. Racontez-nous. Absolument. Alors, LMB Aerospace, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est celui d'une entreprise française qui produit notamment des ventilateurs électriques indispensables pour nos Rafales, pour nos sous-marins nucléaires et notre porte-avions. Problème, le gouvernement vient de valider en toute tranquillité sa vente au géant américain Loar Group, le tout contre l'avis de la Direction Générale de l'Armement et surtout au mépris de notre souveraineté militaire. Alors, on nous explique que tout est sous contrôle, qu'il y a des garanties, qu'il y aura un suivi rapproché, mais soyons clairs, quand le propriétaire est américain, le centre de décision est nécessairement américain, et dans le domaine militaire, ça pose encore plus problème, surtout vu le contexte géopolitique actuel. Alors d'emblée, l'opposition a hurlé au scandale, le patron du RN, Jordan Bardella, parle de grande braderie, jugeant qu'on ne peut pas parler de réarmement et de puissance militaire tout en vendant les clés de notre industrie de défense. De l'autre côté de l'échiquier, le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, se demande comment est-ce possible que des équipements aussi sensibles passent sous pavillon étranger sans débat démocratique. Une chose est sûre, la défense n'est pas un marché comme les autres, c'est ce qui garantit notre capacité à décider seul, c'est ce qui garantit notre indépendance, et cette indépendance aujourd'hui, elle est encore une fois soldée au profit des États-Unis. Ouais. Et comment on peut vendre un fleuron français contre l'avis la direction générale de l'armement préconisait une entrée de BPI France, si je ne m'abuse, ce qui est en condition, en tout cas pour la vente de ce fleuron, et ce qui n'a pas été respecté par l'exécutif. Et Bercy essaye donc de se défendre en disant qu'il y a beaucoup de garanties, qu'il y a le mot m'échappe, mais c'est une action préférentielle en anglais. Le mot m'échappe, une chaire, je sais plus, mais en tout cas, je suis très sceptique à l'égard de ces prétendues garanties. Bon, la question de la souveraineté n'habite pas du tout Emmanuel Macron, parce que lui-même il considère au fond que la France est une idée dépassée qui doit se fondre dans l'Europe. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron a toujours d'abord défini son patriotisme comme un patriotisme européen. C'est sa grande idée, d'ailleurs qui est en pleine déliquescence, parce qu'il se rend bien compte qu'aujourd'hui les peuples appellent à un retour des nations. Et cette question de la souveraineté, qui est au fond la question la plus fondamentale des politiques, elle est balayée à tous les niveaux d'ailleurs. La souveraineté alimentaire aussi, on en a parlé avec les agriculteurs, la souveraineté de la défense. Mais un pays qui n'est pas souverain, on a tous l'exemple en tête, souvenez-vous du Covid, quand on n'avait pas nos propres Doliprane. C'est un exemple très simple, mais on s'est rendu compte tout simplement qu'on ne les produisait plus en France et qu'on n'avait plus de Doliprane au moment où on en a eu besoin. Donc comment est-ce qu'on va faire demain si on a besoin aussi de manger, d'avoir notre industrie de défense, si on rentre dans un monde beaucoup plus violent avec des pays qui aujourd'hui sont des alliés et qui demain ne le sont plus? Comment est-ce qu'on va se débrouiller si on n'a pas développé cette souveraineté dont vous parlez? C'est la question la plus fondamentale. C'est le contexte, c'est-à-dire que ça valait bien le coup d'envoyer des soldats au Groenland, de mettre des lunettes de soleil et de se faire les gros bras avec Trump en disant for sure, pour au final vendre les fleurons de notre industrie de défense aux États-Unis. Donc franchement, on n'y comprend rien, quoi. Il y avait le coup de General Electric, etc. Effectivement, c'est une entreprise qui vend des ventilateurs en fait pour les avions d'assaut. Absolument. Pour les Rafales, pour le Charles de Gaulle.
Ouais, c'est effectivement Roland Lescure qui a validé le passage de l'équipementier sous pavillon américain. Et ça, à mon avis, ça va faire parler pas mal dans les prochains jours. Ouais. C'est à souhaiter parce qu'effectivement, faire partie. Je disais ce matin, même l'électroménager, notre dernier fabricant d'électroménager a fermé. Français, on ne fait plus d'électroménager en France. Aujourd'hui, et vous le dites très bien, quid de demain, notre avenir, souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle. Qu'est-ce qu'on produit en France? Quel est notre avenir? Comment on crée des emplois? On fragilise de plus en plus la nation et on y gagnerait à avoir un état d'esprit un peu plus protecteur. De notre État et de notre identité. Les Français. Moi, je suis d'accord sur la question de la souveraineté. Après, je pense que ce qui est plus inquiétant, c'est ça dit notre vulnérabilité. Oui. Parce qu'en fait, évidemment, donc c'est pas bien de tout vendre aux Américains, etc. Bon, jusque-là, on est d'accord. Mais ce que ça dit, que ce soit sur la question alimentaire, que ce soit sur la question de la production au sens industriel du terme, c'est qu'aussi on a besoin de partenariats économiques. Et si on a besoin de ces partenariats économiques-là, ça veut dire qu'on est vulnérable. Donc le vrai sujet, à un moment donné, c'est comment, effectivement, on développe en tant que pays, on redéveloppe l'appareil productif, on redéveloppe aussi l'appareil technologique, parce que vous parlez de la défense, mais il y a une dépendance technologique à l'égard des Américains et des Canadiens énorme. C'est-à-dire qu'il y a tout sans rentrer dans des choses techniques, mais il y a tout un nombre de serveurs qui gèrent un certain nombre de données qui, en fait, ne nous appartiennent pas. Et dernière chose, le sujet derrière ça, c'est comment on fait, si vous voulez, le partenariat qu'on a fait notamment avec les États-Unis, nous, Français ou Européens, il a été fait à un moment où il était presque impensable que les intérêts des Américains soient contradictoires aux nôtres. Donc il y a un petit sujet, entre guillemets, presque de timing, c'est comment, alors que depuis Donald Trump, effectivement, et son Make America Great Again, pour le faire un peu court, on a quelque chose de très offensif, commercialement notamment, les accords qu'on a passés avant ne suivent pas cette bascule. Et vous pouvez pas du jour au lendemain arrêter tous les contrats, dire on pète tout et puis parce que le président américain a changé. Donc il y a aussi un sujet, à mon avis, encore une fois, de nécessité absolue de nous renforcer. Ouais. Mais juste, non, parce que la souveraineté, elle se joue au niveau de la production, c'est ce dont on parle, mais aussi au niveau de la consommation. Et là, je suis désolée, ce n'est pas un gros mot, mais nous devrions mettre en place beaucoup plus une préférence nationale aussi sur la façon dont on consomme. Moi, il y a un autre pays que je connais assez bien, c'est Israël. En Israël, vous avez des produits israéliens partout qui sont les moins chers. Donc, ça force aussi la société à consommer local. Quand vous avez en France des produits qui viennent de partout en Europe et qui sont moins chers que des produits français, vous favorisez aussi l'économie de pays étrangers et vous détruisez aussi vos propres producteurs. Donc il faut absolument une politique intérieure et nationale qui protège aussi les producteurs par la consommation, et ça passe par des taxes. Vous taxez davantage les produits qui viennent de l'extérieur et vous réduisez les taxes pour les produits de l'intérieur. C'est pas ce qui se passe et on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais Bernard Arnault accuse la France d'être contre les entreprises en cherchant à les taxer au maximum. Et lui, il dit qu'effectivement déjà il y avait une taxation d'une Made in France qui pousse à la délocalisation. Et on comprend effectivement qu'aujourd'hui, la taxation d'entreprises comme LVMH fait que, oui, on peut comprendre, alors que c'est du Made in France. Mais alors pas que les énormes entreprises comme LVMH, par ailleurs. Hein, les patrons de petites entreprises PME disent tiennent exactement le même discours que Bernard Arnault sur les normes, sur les taxes incessantes. Donc effectivement, c'est aussi ce qui nuit à notre souveraineté. Et dans le cas présent, c'est ce qui nuit dans le sujet. Vous avez des énormes entreprises américaines qui font du bénéfice en France, qui ne payent pas, voire très peu d'impôts aussi. Oui. Donc il y a un vrai problème de protectionnisme dans notre pays. Avec une note un peu positive, un peu plus légère et positive. Oui, alors en fait il y a 72% des Français qui ont déclaré pratiquer une activité physique et c'est plus 18 points depuis 2012. Donc je pense que je voulais mettre un peu le focus là-dessus, c'est que finalement, derrière effectivement un certain nombre de craintes que peuvent avoir les gens aussi sur leur santé, on leur parle des pesticides, le Covid ça a été quand même un traumatisme, enfin l'idée qu'il puisse y avoir un virus qui nous empêcherait même de nous serrer la main, en fait finalement il y a et l'idée aussi que finalement vous savez les gens font pas de sport, qu'en fait ils font que rester assis, ils sont sédentaires et bouffer des chips globalement, en fait les chiffres disent tout à fait l'inverse et je suis
suis assez ravie. Alors, je suis pas médecin, donc je vais pas faire les. Mais vous êtes sportive. Oui, j'aime bien le sport. Oui, j'aime bien le sport, mais je m'y suis remise. C'est-à-dire que j'ai eu un petit moment de sédentarisation. Donc je suis pas la sportive depuis 20 ans qui fait 3 marathons non plus. Non, mais on dit que le discours infuse. Mais c'est ça, parce que même moi, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais c'est vrai que depuis 3-4 ans, je m'y suis remise, et ça va aussi dans une espèce d'atmosphère où il faut savoir aussi que, en tout cas je parle à Paris, là c'est très parisiano-centré, mais il faut savoir que très longtemps, le Parisien ne faisait pas de sport. C'est-à-dire que il était naturellement svelte, parce que finalement, voilà. Et il y a... non, mais c'est vrai, et il y a j'ai vraiment observé ça, les salles de sport, low cost, moins low cost, etc., c'est américain, mais sont complètement développées à Paris, et donc maintenant, être entre guillemets chic, c'est aussi aller à la salle de sport. Aller sur les quais à Paris, les quais bas, c'est le périph', le périph' des coureurs. Moi, j'étais Puis il y a même des gens qui courent pour aller au boulot. Moi, je vois des gens avec leurs sacs et tout. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui vont à la salle de sport sur leur poste de midi, plutôt que les déjeuner. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, et ça dit bien autre chose que le côté un peu mélancolique, déprimé, etc. Mais il y a ce discours qui est vraiment porté par les médecins aujourd'hui, qui explique que sur la psychiatrie, que sur un certain nombre de troubles, et ne serait-ce que pour être en forme, faire de l'exercice physique, pas forcément du sport, est une chose bénéfique, dont ces chiffres prouvent que... Oui, et je veux juste dire justement là-dessus, aussi, moi je suis... on tape beaucoup sur la santé publique parfois, sur le mode, c'est des injonctions, etc. Je veux juste dire que fumer est presque devenu ringard aujourd'hui. Enfin, pour trouver un briquet, je peux vous assurer que c'est compliqué. Et donc, pareil pour les pratiques sportives, on peut aussi se dire que finalement, ça sert pas complètement à grand-chose. Pas complètement à rien. Mais... joli lapsus. Mais il faut parler des ados qui continuent, hélas, avec les pushs qui sont toujours, qu'ils arrivent à se procurer, et qui est un moyen de commencer à fumer, et que les femmes fument plus que les hommes. Donc, le tabac, c'est mal, c'est mauvais. Si vous pouvez arrêter, arrêtez. Vous faites du sport, Christelle ? Je fais du sport. Voilà. Il faudrait que je m'y remette. Vous y remettre. Mais on a mis en place des séances de sport pour nos agents en mairie. Effectivement, ils y vont entre midi et 2, et c'est très plébiscité. Bon, faut donner l'exemple. Perico, je pense pas que vous alliez à la salle de sport entre midi et 2. À l'époque, quand on faisait la cour, on pouvait allumer une allumette pour la demoiselle en disant voilà, c'est fini, on peut plus sortir le briquet. On peut plus rien faire toutes les manières. Et puis midi et 2, vous n'allez pas faire de sport puisque vous êtes à l'antenne. Puis on fait plus d'enfants non plus, donc c'est terrible. C'est fini. Alors, on va revenir sur allez-vous parler ? On va revenir sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, qui nous semblait d'une nécessité, j'allais dire vitale. Il y a des gens que ça chatouille en disant attention, ça peut être une loi liberticide. On reçoit Florian Philippot qui va nous dire qu'il est OK, mais attention à ce qu'on n'ait pas plus de contrôle. Je vous raconterai une anecdote. Un jour, dans la voiture, je dis je dis à ma femme, tiens, ça serait bien qu'on ait un chauffage électrique de telle sorte. 2 minutes après, je reçois une pub proposant. Ça m'est arrivé pas plus loin que. Vous savez que je parle de vous souvent dans la voiture, j'espère que vous êtes si, je reçois. Une militante écologiste nommée à la tête de l'Office français de la biodiversité, ça suscite de grande colère chez les agriculteurs. On reçoit Bernard Vanto, patron de la Confédération rurale. La malbouffe se porte très bien selon un rapport de l'INSERM qui dit que les conservateurs aujourd'hui, c'est établi qu'ils engendrent des obésités, du diabète et des cancers. On reçoit Mathilde Touvier, qui est la directrice de l'INSERM, qui a fait cette recherche. On va s'étonner que Roland Lescure, qui est quand même ministre de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, il a vendu les ventilateurs, je sais bien. Ils vont aux amis, ils savent pas ce qu'ils disent. Et là, vous allez en parler ? Ah oui. Alors je vais pas en parler, je vais me fâcher. Très bien. Je vais le gronder. On va écouter. Méchant, Laurent Lescure. On va écouter votre colère. Voilà. C'est à suivre dans un instant, Perico Légas, avec tous ces sujets évidemment auxquels vous pouvez réagir. Très bonne journée, à demain sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre espace de liberté. Fabrice, ce bras de fer contre Trump, vous pensez que ça a marché ? Il est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est quelqu'un qui